de Créon, et il l'a présenté en tant qu'un homme qui est ridé, qui est fatigué. Lorsqu'il a parlé d'Eurydice, il a dit cette femme-là qui est en train de tricoter, lorsque son rôle viendra, il va se lever pour aller mourir. À la fin, Créon sera seul. Présentant le messager, il a dit celui qui va venir pour annoncer la mort de démons. Alors, ceci nous permet, comme je viens de dire, ça nous permet, si vous voulez, de classer les personnages en deux groupes. Il y a ceux qui vont mourir, Antigone, Ismène, Eurydice, et ceux qui vont vivre, et peut-être qui vont rester seuls, Ismène, Créon, le petit page, la nourrice, le messager et les trois gardes. Bon. Maintenant, dans une tragédie, le prologue donne beaucoup d'importance aux personnages tragiques. Il s'intéresse surtout aux personnages tragiques. Il explique les raisons fatales qui poussent les protagonistes à choisir un tel sort. Il s'arrête sur ceci. Il explique quelles sont les raisons qui vont pousser un personnage à choisir un tel destin. Ainsi, il va s'attarder beaucoup sur les 4 personnages importants dans l'histoire, à savoir Antigone, Créon, Ismène et Aimant. Alors, et comme je viens de dire, il les décrit physiquement et moralement. Alors, il présente d'abord, il commence par Antigone, en disant donc, que c'est une jeune fille, c'est une maigre jeune fille, noirotte, hein, et n'est pas belle. Donc, lorsqu'il il rapporte donc à travers les paroles d'Ismène, tu n'es pas belle comme nous, mais autrement. Donc, il n'est pas belle. D'après sa nourrice, il n'est pas assez coquette. D'après elle-même, il dit je suis laide, c'est elle qui le dit lui-même. Il dit je suis noire et maigre, elle-même. Antigone, il aurait voulu avoir un garçon, comme il l'a dit, et je passais pleurer d'être une fille. Moi aussi, j'aurais aimé avoir un enfant. Moi aussi, j'aurais aimé vivre, etc. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Et là, on va le voir par la suite, ce qui montre qu'en réalité, c'est pas, lorsqu'il s'est suicidé, ce n'est pas parce que c'est un personnage ou bien c'est une personne qui détestait la vie, qui ne voulait pas mourir. Non. Alors on va voir à travers les scènes qu'il aimait, il s'attachait à la vie. Et d'ailleurs, il le dit ici. Hein, moi aussi, j'aurais bien voulu aimer mourir, aimer vivre. Hein. Bien, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Mais pourquoi il meurt, on va la voir par la suite. Alors, il veut garder ses joies et ses illusions d'enfance. C'est une fille qui est rebelle. Hein. C'est une fille qui cherche de temps en temps à désobéir. On le voit à travers ses caractères. Hein. C'est une fille qui refuse le conformisme. Donc lorsqu'il disait il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on doit, c'est-à-dire comprendre, toujours comprendre, moi je ne veux pas comprendre. Il le dit à Ismène. Donc c'est une révoltée, il déteste les habitudes aussi. Hein. Il ne veut pas, donc, il est anticonformiste. Il est anticonformiste parce qu'il ne voulait pas en réalité être comme tout le monde. Quelques instants avant de mourir, là, il change un petit peu de caractère lorsqu'il est perclus. Il dit « Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. » Ça, on va le voir lorsqu'on va parler de Antigone. Est-ce qu'il est une héroïne ou le contraire? Bon, elle est morte à la fin pour rien, si ce n'est pour offrir une réflexion sur la vie. Et aussi causer la tristesse à sa sœur, à Créon, à sa chienne douce, à la nourrice et même à tous les Thébains. Bon, par contre, pour Créon, le prologue nous le présente comme étant un homme robuste, aux cheveux blancs, il a des rides, il est fatigué. Hein. Il est seul, hein, il gouverne seul, c'est de la dictature d'ailleurs. Sa femme, Eurydice, ne lui est d'aucun secours, même son page, il ne peut rien pour lui, donc il est seul. À la fin de la tragédie, le cœur lui dit
et tu es tout seul maintenant. Donc, il finira par être seul. C'est un homme courageux. Il a dû assumer le métier de roi. Hein. Nous l'avons déjà dit, lorsque les deux fils d'Oedipe étaient morts et s'étaient entretués, alors il était obligé de prendre la responsabilité. Hein. Lui-même, il le dit, un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et il a accepté. Il aurait dû ne pas accepter, mais il a accepté. Il fait son travail du mieux qu'il peut. Parfois, il y a des problèmes qui se posent, mais il arrive, si vous voulez, à les résoudre. Il a de l'affection pour sa nièce Antigone, mais il ne la comprend pas. Hein. Il va essayer, dans une longue confrontation que nous allons voir, il va essayer de la sauver, mais il ne peut pas. Il a décidé, il a dit, je vais faire tout, hein, même perdre mon temps qu'il faudra pour te sauver. Mais il ne pourra pas. Après l'exécution d'Antigone, qu'il a été contraint d'ailleurs d'entreprendre et qui a entraîné même la mort de son fils et de sa femme, il continue son travail. Il dit à son page, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Il lui a dit, nous avons conseil. Il lui dit, alors si nous avons conseil, allons-y. Donc ça montre que c'est un homme qui est sérieux, qui est travailleur, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. Après avoir ordonné la mort d'Antigone, il attend la sienne. Créon donc va commencer à attendre sa mort, comme nous dit le cœur. Pour lui, tout est absurde. Troisième personnage, c'est Aimant. Alors, Aimant est présenté en tant qu'un jeune prince vigoureux. Il refuse de devenir un homme comme son père, hein, donc il ne veut pas être comme son père. Il veut rester enfant. Il pense que son père peut tout lui faire. Regardez, à la fin, lorsque son père a condamné Antigone, il vient pour lui dire, mon père, pourquoi ne pas la sauver? Il lui dit, je ne peux rien maintenant. Créon lui dit, je ne peux rien maintenant. Tout c'est. Lui dit, mais tu es le maître. Hein? C'est quoi le peuple? Tu es le maître. Tu es encore puissant. Hein? Et il lui rappelle, lorsqu'il était petit, ce qu'il lui faisait, etc. Lors de la mort d'Antigone, qui ne supporte pas, Aimant se plonge l'épée dans le ventre et il se suicide et s'étend contre Antigone. Quatrième personnage, c'est Ismène. Ismène, c'est la sœur de Antigone. Elle est complètement différente. Elle est belle, elle est jeune, charmante, coquette, appétissante. Elle aime aller au bal, elle aime danser. Bon, elle est rieuse, hein. Elle est rose, dorée, comme un fruit, comme on la présente. Mais elle n'est pas courageuse, elle. Hein. Elle a peur de mourir. Elle est conformiste. Hein. Dans le dialogue avec sa sœur, il va montrer qu'elle, il ne cherchera pas à souffrir. Hein. Il ne veut pas mourir. Et il a peur de Créon. Il lui dit, moi, je ne veux pas mourir, je ne peux pas, et notre oncle, il va nous faire mourir. Donc, il est plus pondéré, il est plus réaliste, il cherchera à convaincre sa sœur à renoncer à ce projet d'enterrer Antigone. Pourtant, à la fin de la pièce, Ismène, il va changer d'avis, il va venir pour accompagner sa sœur dans la mort. Il va se rejoindre à la révolution, mais c'était trop tard. Donc il venait pour dire, Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage, j'irai maintenant avec toi. Hein? Et il dit à Créon, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir moi aussi. Voilà donc Ismène. Alors si on veut récapituler toute cette présentation des personnages, alors nous dirons que Antigone, alors physiquement il est présenté en tant que petite, maigre, noiraude, avec des yeux graves, il est moins belle, il est jeune. Au niveau moral, il est renfermé, il est solitaire, il est pensif, il est triste, il est seul. Sa fin, il finira avec la mort. Maintenant, dans le prologue, on le voit, il est assis, ses bras entourant ses genoux. Par contre, quand Créon, on le présente physiquement en tant qu'un homme robuste, avec des cheveux blancs, ridés, fatigué.
Au niveau moral, il est méditatif, il est solitaire, il est surtout responsable. On le voit dans le prologue en train de méditer. C'est comme s'il réfléchissait à ce qu'il va faire par la suite. Ismène, c'est une fille qui est blonde, qui est belle, éblouissante, sensuelle, pardon. Au niveau du moral, il est heureuse, il est sociable, au contraire de sa sœur, il est sensible, il aime la danse, il aime rire, etc. Dans la scène de prologue, on le voit en train de bavarder, de rire avec un jeune homme qui est aimant. Aimant, physiquement, il est présenté en tant qu'un jeune homme. Hein. Moralement, il est sensuel, il est sociable. Il finira par mourir à la fin. Mais on le voit dans la scène de prologue en train de bavarder avec Ismène. Il est le fiancé d'Antigone. Il est présenté en tant que fiancé d'Antigone. Le page, c'est un garçon qui est trop petit, qui est, si vous voulez, le compagnon de Créon. Au niveau moral, on le présente comme inexpérimenté. Voilà ce qu'on dit à propos de ce, et il ne peut rien pour Créon. Hein. Eurydice, c'est une vieille femme. C'est la femme de Créon. Moralement, on la présente en tant que bonne. Il est bonne, il est digne, il est aimante. Il est tout le temps occupé à tricoter pour les pauvres de Thèbes. D'ailleurs, à la fin, après sa mort, le chœur dit que voilà, les pauvres de Thèbes, cet hiver, auront très froid. Pourquoi? Parce que celle qui leur tricote des tricots est morte. Donc, il finira par mourir à la fin. Et dans la scène de prologue, on la présente en train de tricoter. Le messager, c'est un jeune garçon. On le présente physiquement en tant qu'un jeune garçon pâle. Hein. On le voit au niveau moral, dans le portrait moral. Il est calme, il est rêveur, il est solitaire. Peut-être il est en train de penser comment il va annoncer tout à l'heure cette nouvelle de la mort de Aimant à Eurydice. Donc, on le voit en train de rêver, adossé au mur. La nourrice, on ne dit rien à propos de ce personnage. Hein. On ne la présente pas ni physiquement ni moralement. Hein. Donc il n'est pas... on ne lui donne pas peut-être beaucoup d'importance. D'ailleurs, c'est une pure création de Jean Anouilh dans cette tragédie. Les gardes, on les présente physiquement comme des roujous, donc des robustes. Ils ne sont pas mauvais, moralement, ils ne sont pas mauvais. Ils sont innocents et satisfaits d'eux-mêmes, donc ils font leur travail comme tous les fonctionnaires. On les présente au début de la scène en train de jouer leurs cartes. Voilà donc cette scène du prologue, cette première scène qu'on peut considérer comme une scène de présentation qui a juste présenté les personnages, mais elle a aussi présenté l'histoire. Maintenant, dans la scène suivante, la scène qui va opposer Antigone et la nourrice, c'est là où l'histoire va donc se déclencher. On va voir donc le rideau une fois qui va tomber pour se lever sur les deux personnages. D'abord d'abord Antigone et par la suite sa nourrice. Et on verra dans ce dialogue entre les deux personnages, on verra comment on peut soulever les caractères de chacune d'entre elles.